14h33, si vous voulez bien regagner vos places, s'il vous plaît. Et nous entamons avec le rapport 605, Philippe Gonon. Merci Madame la Présidente. Avant d'entrer dans le détail des rapports budgétaires proprement dits, de synthèse, je voudrais faire quelques observations préliminaires. Première observation, et contrairement à ce qui a été dit lundi, le budget 2017 n'est pas un budget copié-collé sur celui de 2016, mais un budget profondément remanié, et vous le savez, parce que la loi NOTRe a fortement perturbé notre organisation, notre fonctionnement, et a modifié grandement nos périmètres d'intervention. Deuxième observation, et contrairement à ce qui a été dit lundi, ce n'est pas une chance d'être classé dans la liste des départements bénéficiant du fonds d'urgence. Je ne comprends pas que l'on puisse se réjouir de descendre dans la profondeur des classements. Ce n'est pas une chance, c'est un challenge terrible à relever. Car les redressements des comptes opérés par l'État nous amputent profondément d'un certain nombre de nos dotations et de nos recettes fiscales, mettant en péril le financement de nos interventions et notamment le financement de nos interventions sociales. Troisième observation, et contrairement à ce qui a été dit lundi, ce n'est pas un budget de régression, c'est au contraire un budget de rebond, car l'année 2017 va nous permettre de déployer CAP 25, de mettre en place notre nouvelle organisation au terme de CAP Org, de multiplier les usages numériques, d'approfondir notre efficience et de préparer les grands choix de politique pour l'avenir, choix indispensables à la pérennité de notre institution. Et puis enfin, quatrième et dernière observation, et pour tenir compte de l'observation de nos collègues, notamment de nos collègues de l'opposition, concernant le problème de la dette, je comprends que cela les énerve, cela les titille, et donc je m'engage formellement ici devant vous à ne plus parler de cette dette, au moins pendant l'année 2016. Alors si vous le voulez bien, nous allons... Non, je peux pas. Non, je me suis simplement engagé formellement devant l'Assemblée à ne plus parler de la dette du département pendant le restant de l'année 2016. Et je commence tout de suite par parler de la dette, des emprunts, de la trésorerie et des garanties. Alors si l'on essaye de caractériser la dette du département du Doubs, je dirais qu'elle a trois caractéristiques. Première caractéristique, c'est une dette sécurisée, puisque vous avez 96% de la dette qui est classée en 1A, ce classement de la charte de Gisler, qui veut qu'une dette composée essentiellement de taux fixes et de taux variables sur des indices extrêmement stables comme le livret A, soit parmi les meilleures dettes. Avec un taux de 96%, on peut considérer que notre dette est extrêmement sécurisée, d'autant que nous avons une grande part de notre encours, qui est un encours à taux fixe, et donc qui n'est pas soumis aux variations, vous savez, de taux qui sont en train d'arriver. 64% de notre dette, aujourd'hui, est à taux fixe. Ensuite, c'est une dette maîtrisée. Une dette maîtrisée, ça veut dire qu'elle n'augmente pas pour l'instant. Elle est à 267 millions contre 273 en 2016. Et vous savez qu'en fonction des emprunts que nous allons faire à la fin de l'année, qui sont extrêmement faibles, nous n'allons pas modifier profondément l'encours de la dette. On ne commencera à le modifier qu'à la fin de l'année 2017. Et en fait, c'est une dette gérée. Le taux moyen de la dette, donc nos 267 millions, sont à un taux de 3,19. Alors, ce n'est pas brillant. Ce n'est pas brillant comme taux,
L'autre jour, j'écoutais lors du conseil d'administration du SDIL le colonel Cellier parler de sa dette, et il était très fier de dire qu'elle était à un taux de 2,32, et moi j'avoue que je l'enviais profondément, parce que 2,32 c'est bien. Je voudrais dire à Madame Voidet, quand elle a fait une comparaison avec la dette de 1995, que nous ne pouvons pas établir une telle comparaison parce que la structure des taux n'est pas la même aujourd'hui que celle de l'année 95. J'ai recherché hier soir, parce que je ne m'en souvenais plus très bien non plus, quel était le taux moyen des OAT en 1995. Alors, taux moyen des OAT, ça ne dit pas grand-chose, c'est les emprunts d'État, c'est une référence en matière financière. Le taux des OAT en 1995 était de l'ordre de 7,50. Si vous rajoutez la marge des banques qui vous prêtent de l'argent qui est entre 0,50 et 1%, à l'époque, on vous prêtait donc aux alentours de 8,5%. Ce qui veut dire simplement et concrètement que quand vous remboursez une dette à 8,5%, vous remboursez plus d'intérêts que de capital. Et donc les 29 millions dont vous parliez, c'était avant tout des intérêts, au moins 16 à 17 millions d'intérêts pour un seul capital de 10 à 12 millions. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose, qu'on ne peut pas comparer ces deux éléments, puisque nous avons 16 millions de capital dans une annuité et seulement 8 millions d'intérêts de dette. Donc cette comparaison, à mon avis, n'est pas recevable. Donc vous avez ici, sous les yeux, un récapitulatif rapide de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire taux fixe, taux variable, 64% de taux fixe, 36% de taux variable, et les fameux 96% de fiabilité de la dette selon la charte Gisler. L'encours, je ne le rappelle pas. Ce qui est intéressant, c'est le tableau de droite. Le tableau de droite vous dit ce qu'est une annuité de la dette, c'est-à-dire ce que nous remboursons chaque année. En 2016, nous avons remboursé quasiment 24 millions de capital et d'intérêts, et en 2017, d'après nos prévisions, on monterait à 25 millions de capital et d'intérêt. Ce qui est plus intéressant, c'est les deux barres qui sont en dessous. En bleu, vous avez le remboursement du capital. En vert, vous avez le remboursement des intérêts. Et vous voyez bien que la dissociation, pour nous, est extrêmement favorable, puisque la part d'intérêt baisse, alors que la part de capital augmente. Ça veut dire que là, nous sommes dans une situation favorable, qui est due notamment à la baisse des taux que nous enregistrons depuis un certain nombre d'années. Cette baisse des taux est en train de s'inverser, d'après les chiffres que nous avons communiqués par nos banques au mois de décembre. Pour l'instant, donc, notre stratégie, ça va être quand même de continuer à prendre des taux fixes, de nous gaver de taux fixes, n'ayons pas peur des mots, pour essayer d'une part de baisser le taux de la dette, on verra plus loin, et d'autre part de continuer à rembourser beaucoup plus de capital que d'intérêts, les intérêts ne profitant qu'à nos amis banquiers. Non, c'est moi qui je me suis trompé de bouton. C'est bon. Oui. Donc voilà le fameux tableau habituel, l'annuité de la dette, en bleu le capital, en rouge les intérêts, le fameux mur dont on parle tout le temps, qui est vraiment pour nous un problème préoccupant. Le taux de la dette est aujourd'hui de 3,19. Au début de l'année 2017, nous remboursons donc un encours de 267 millions sur une base de 3,19. Alors, le travail que nous allons faire dans le courant de l'année 2017 est double. D'une part, nous allons essayer de renégocier cette dette antérieure. Nous avons encore dans les tuyaux des vieux prêts qui ont des durées assez longues, de l'ordre de 25 à 30 ans, à des taux élevés de l'ordre de 4,80, 4,90, 5%. Donc nous avons entamé un certain nombre de négociations dans le courant de l'année 2016 qui se sont révélées infructueuses pour l'instant. Et donc on va remettre une deuxième couche, si je puis dire, en 2017, où nous allons essayer à la fois de faire baisser le taux, de lisser les indemnités, etc., et de continuer à faire diminuer la dette, le taux de la dette. Et deuxième chose, nous allons continuer à emprunter. Vous le savez qu'on a besoin d'emprunts tous les ans. Et bien sûr, nous allons profiter de la baisse des taux. Vous savez qu'actuellement, on est sur des taux extrêmement bas, même s'il y a une petite remontée. Madame la Présidente a signé au mois de fin octobre, début novembre, des prêts à 0%. 0% d'intérêt, ce qui ne s'est jamais vu. Là, actuellement, nous allons sans doute à la fin de l'année 2016 prendre quelques millions d'euros sur le marché aux alentours d'un taux fixe qui serait à 1,60, 1,64% sur une durée de 25 ans et à taux fixe.
Autant vous dire que nous allons continuer à dégringoler ce 3,19 pour essayer de le ramener en dessous de la barre des 3, voire même 2,70 ou 2,80. Ça va être notre travail pour l'année 2017 de continuer cette descente du taux global de la dette. Alors un indicateur intéressant, et vous le savez, qui nous a beaucoup servi lors de la discussion sur les orientations budgétaires, c'est notre capacité de désendettement. Cette capacité de désendettement s'exprime en nombre d'années qu'il nous faut pour rembourser notre encours de dette en fonction de notre épargne. Autrement dit, on divise tout bêtement l'encours par l'épargne et vous avez un certain nombre d'années qu'il nous faut pour rembourser. Donc vous voyez qu'actuellement, nous sommes dans une phase malheureusement ascendante, c'est-à-dire que nous allons avoir un peu plus de 8 années nécessaires pour rembourser notre dette, sachant que dans notre stratégie, nous avons considéré que le taux pivot qu'il ne fallait pas dépasser, c'était 10 années. Au-delà, on rentre dans une zone un petit peu sensible, un petit peu dangereuse, et à partir du moment où nous atteindrons les 15%, eh bien, on pourra considérer qu'il ne reste plus qu'à mettre la clé sous la porte. Alors, la dette, c'est bien sûr une somme d'emprunt. Je vous rappelle que cette année, nous avons prévu d'investir 60 millions d'euros. Ces 60 millions d'euros, il nous est effectivement difficile de les financer qu'avec l'épargne brute, puisque l'épargne brute est une épargne qui est en baisse sensible. Vous voyez, 2015 au CA. Et là, on va travailler un petit peu sur des chiffres différents, non pas de BP à BP, mais on va travailler de CA à BP pour l'année 2017, mais CA pour les années précédentes, parce que ce sont des données beaucoup plus fiables qui vont vous donner une information beaucoup plus proche de la réalité que le simple BP à BP. Donc vous avez une épargne brute qui est en diminution sensible. Nous n'aurons cette année a priori que 33 millions d'euros d'épargne brute, sachant que nos recettes d'investissement, et vous vous en souvenez peut-être que c'est le FCTVA qui nous fait dégringoler cette recette d'investissement, le FCTVA étant une compensation que nous verse l'État sur nos investissements de l'année N-2, c'est-à-dire de l'année 2015, où déjà nos investissements commençaient à fléchir un petit peu. Donc ce besoin d'emprunt, on le calcule relativement facilement, sachant que nous allons investir quasiment 60 millions d'euros, très exactement 59,7 millions d'euros. De ces investissements, nous les complétons par le remboursement du capital de la dette, c'est-à-dire 18 millions d'euros, donc 77 millions d'euros, qui sont couverts par l'épargne brute, 33, et les recettes d'investissement, 19. Il nous manque donc 25 millions. Et bien ces 25 millions d'euros, ça sera le besoin d'emprunt que nous aurons à couvrir pour l'année 2017. Je vous rappelle qu'à la fin de la DM3 que vous avez votée hier, nous étions sur un besoin d'emprunt en 2016 de 12,9 millions d'euros. Et donc, en 2017, nous passerons à un besoin de 25 millions d'euros. Alors, on a rajouté dans ce rapport un point sur les garanties d'emprunt accordées par le département à un certain nombre d'organismes partenaires. Juste pour vous sensibiliser sur ce point quand même, au 1er janvier 2017, le département aura donné sa garantie au total à un encours de près de 500 millions d'euros, 494 très exactement. C'est vous dire si cette somme est importante. Et moi, je pense qu'il y a un certain nombre de risques qui sont couverts, qui sont dans ces 494 millions et pour lesquels il faudra se garantir un petit peu mieux qu'aujourd'hui. Donc chaque année, nous octroyons un certain nombre de garanties et vous voyez que depuis 2014, ces garanties ne cessent d'augmenter. En 2016, nous en sommes à 41,5 millions de demandes effectives de garanties par un certain nombre d'organismes. Ces organismes, ce sont avant tout des organismes issus du logement social, à 95%. Alors on me dit chaque fois, effectivement, la dette, vous risquez rien, elle est garantie par les collectivités qui sont en général les actionnaires ou les constituants de ces organismes d'HLM. Alors certes, c'est vrai, elle n'est pas trop risquée. Ceci dit, nous connaissons aujourd'hui des sociétés d'HLM, ou nous connaissons des organismes d'HLM qui sont en difficulté financière, qui sont voire quasiment dans le rouge, et je me doute bien qu'un jour, nous aurons nos garanties appelées par nos amis banquiers. Alors pour l'année 2017, nous allons vous proposer de reconduire
les garanties de l'ordre de celles qui avaient été octroyées en 2016, à savoir 38 millions pour le logement social, 6 millions pour le secteur sanitaire et social et 2 millions pour diverses opérations d'intérêt général. C'est une prévision, bien entendu. Voilà, Madame la Présidente, ce que nous pouvons dire sur la dette et les emprunts du département en 2017. L'Assemblée doit délibérer sur ce rapport. Merci Philippe. Je vais passer la parole à Martine Voidet. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je vais d'abord donner raison à notre collègue Gonon qui a dû avoir un instant d'inattention hier. Le budget 2017 n'est en effet pas un copier-coller. J'en avais mis en exergue les deux exceptions, la nouvelle présentation prenant appui sur CAP 25 et l'application de la loi NOTRe, excusez du peu. Nous voici donc à un rapport dont le sujet se révèle un véritable point de crispation entre nous, l'emprunt avec, en corollaire, la dette qu'il produit. Par l'aspect incontournable des remboursements qu'elle induit, et en plus des dépenses obligatoires en termes de fonctionnement, elle est l'un des premiers paramètres à intégrer pour déterminer, in fine, la capacité à investir ou conduire des politiques volontaristes. Elle n'impacte pas que l'exercice budgétaire au cours duquel elle a été décidée, on la traîne au contraire pendant de longues années, au cours desquelles les circonstances connues ou au moment où on a contracté un emprunt peuvent considérablement évoluer. Je saisis l'occasion pour revenir sur la dette du département lorsque nous en avons perdu la gouvernance. Et je vous rassure par avance, à l'instar de Philippe Gonon, je n'en parlerai plus en 2016 et pas davantage en 2017 si la majorité n'y revient pas. Comme Christine, je préfère regarder devant que ressasser le passé inlassablement. Depuis près de 2 ans, Madame la Présidente et Monsieur le Vice-président en charge des Finances, session après session, avec constance et obstination, vous dénoncez cette dette colossale que vous auriez héritée de la majorité précédente. Aussi, pour tous nos collègues qui n'étaient pas dans cette Assemblée avant 2015 et peuvent manquer d'éléments pour se forger un avis, il me semble important d'apporter des éléments complémentaires de nature à apporter un autre éclairage sur cette question de la dette. Oui, c'est rigoureusement exact. Durant les 10 années de notre gouvernance, la dette est passée de 20 à 274 millions d'euros. Énoncés aussi sèchement, ces chiffres peuvent légitimement faire frémir et la tentation d'un procès en inconséquence peut se faire jour. Aussi, je vais aujourd'hui comparer le Doubs à 2 autres départements en m'appuyant sur les comptes des départements pour l'année 2015 publiés par la Direction générale des collectivités locales. En 2015, à l'instant où nous en avons rendu les clés, le Doubs avait une dette de 273,4 millions. Il se situait à la 51e place des départements métropolitains hors Paris, la moyenne nationale se situant à 340 millions d'euros. Si l'on rapporte cette dette au nombre d'habitants, nous nous situons avec 515 euros au 41e rang, soit parmi la moitié des départements ayant la dette par habitant la moins élevée, la moyenne étant à 565 euros. Je nous comparerai plus précisément à 2 départements de même strate démographique. La Côte d'Or de M. François Sauvadet, 604 euros par habitant, et la Charente-Maritime de M. Dominique Bussereau, président de l'ADF, 662 euros. Les qualifieriez-vous de mauvais gestionnaires ? Venons-en au remboursement de cette dette, avec une comparaison à nouveau avec les 2 départements précédents. 24 millions annuels pour le Doubs, soit 45 euros par habitant, contre 30,6 millions correspondant à 58 euros par habitant en Côte d'Or, et 48,8 millions d'euros correspondant à 78 euros par habitant en Charente-Maritime. Cette fois, nous remontons à la 18e place des départements où la charge de la dette par habitant est la moins élevée. Reconnaissez-vous la situation catastrophique que vous décrivez inlassablement, comme si cette répétition était nécessaire à vous en persuader? À l'évidence, les chiffres que je viens d'énoncer ne nous placent pas parmi les départements où la situation est la plus critique, loin s'en faut. Disons cela, je n'ai pas répondu à l'augmentation colossale de la dette
en 10 ans. Pourquoi cette augmentation? On trouve la réponse dans le constat fait par la Chambre régionale des comptes sur la gestion 1999-2003. Fiscalité surdimensionnée par rapport à une politique d'investissement frileuse et des services à la personne délaissée. Dans ce contexte, quoi de plus logique qu'un endettement quasi nul? Et une parenthèse, le chiffre de remboursement que je citais était l'annuité à l'année N et ne tenait pas compte des taux. Pour pallier ces retards, nous avons fortement investi. Ligne à grande vitesse pour 39 millions, 29 collèges totalement restructurés et 2 collèges neufs, 19 centres de secours dont les 2 casernes neuves de Besançon, construction et rénovation de maisons de retraite avec la création de 499 places d'hébergement, pôle muséal Courbet, station de Métabier, véloroute et voie verte Pontarlier-Gillet, lancement du SDAN avec l'objectif du très haut débit pour tous, et je pourrais continuer l'énumération. Ces investissements majeurs ont préparé l'avenir avec des incidences en termes d'emploi et d'attractivité dont atteste la plus forte hausse démographique de la grande région pour notre département. Ces investissements majeurs, parce qu'ils relevaient du bon sens et revêtaient un intérêt essentiel, avaient fait l'unanimité. L'opposition de l'époque, devenue majorité d'aujourd'hui, les avait votés, et je ne ferai pas l'affront à mes collègues de penser qu'ils n'avaient pas compris que cela nécessitait le recours à l'emprunt. Je rappellerai cependant qu'ils permettent aujourd'hui de réelles économies de fonctionnement, et je ne prendrai pour exemple que les collèges qui ne sont pas des épaves thermiques. Investissement majeur, disais-je. Sur 10 ans, 1,150 milliard ont été investis, soit une moyenne de 115 millions par an, et seulement 340 millions d'euros ont été empruntés. Nos investissements ont, pour l'essentiel, été couverts par de l'autofinancement. Le complément apporté par l'emprunt est resté inférieur à 30%. Je rappelle que si la part d'autofinancement était importante, c'est parce que nous avons fait des efforts de gestion constants, intransigeants, générant des économies significatives, à tel point que, vous l'avez reconnu lundi matin, Madame la Présidente, il n'est plus possible d'aller au-delà. Pour reprendre l'expression que vous avez utilisée, nous sommes à l'os. Ces recherches d'économie étaient devenues impératives. Un proverbe affirme que nécessité fait loi. Partis en 2004 dans des conditions financières confortables, nous nous sommes vite retrouvés dans une période où les départements ont été victimes de contraintes financières jamais connues jusque-là. Souvenons-nous, il y eut l'acte 2 de la décentralisation, avec un transfert massif de charges non compensées. Il y eut la suppression de la taxe professionnelle. Il y eut la crise économique de 2008, avec la hausse des dépenses sociales et la baisse des recettes, tels les droits de mutation, passés de 41,6 millions d'euros en 2008 à 29,5 en 2009. Je rappelle que nous inscrivons presque le double en recettes dans le projet de BP. En 2013, le Doubs s'est trouvé confronté à une baisse de ses recettes de fonctionnement par rapport à 2012, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du département depuis la décentralisation. Je le disais hier, Dominique Bussereau, président de l'ADF, a convenu dans le journal des acteurs sociaux de ce mois d'octobre que les problèmes financiers des départements n'avaient pas commencé au cours du dernier quinquennat. Dans ce contexte inédit, nous avons fait le choix délibéré d'une politique d'investissement offensive où plus des 2/3 d'entre eux étaient autofinancés. C'est remarquable et je tiens à saluer les services, avec Pascal Brenière et Marie-Pascale Galmiche, qui ont accompagné les vice-présidents respectifs pour y parvenir. Restait un petit tiers pour lequel nous avons certes eu recours à l'emprunt, mais de manière raisonnable, avec une dette totalement sécurisée, comprenez-la sans emprunt toxique, et négociée à taux fixe, le meilleur sur le marché à l'époque. Faut-il ici citer des communes de d'autres départements qui ont fait des choix plus hasardeux? Aujourd'hui, quel raisonnement paradoxal, même contradictoire de la part de la majorité. D'abord, le groupe auquel vous apparteniez, Madame la Présidente, ne s'est, sauf à ce que ma mémoire me fasse défaut, jamais élevé contre aucun des investissements que nous proposions.
Au contraire, vous ne manquiez aucune occasion de nous reprocher un manque d'audace en matière d'investissement, au risque de fragiliser les entreprises. Je citais d'ailleurs hier l'une de vos analyses budgétaires dans Vue du Doubs qui allait dans ce sens, et on pourrait presque entendre un reproche quand on voit un FCTVA un peu plus faible. Il serait moins faible si nous avions investi davantage en 2015. Hier, vous nous critiquiez pour ne pas avoir assez emprunté et trouviez que nous manquions d'ambition. Aujourd'hui, vous dénoncez un mur de dette. Mais où est la cohérence? Nous y perdons notre latin. Vous allez encore nous opposer que ce qui pose problème, c'est la montée en charge brutale, ainsi que vous l'indiquiez hier encore en réponse à Daniel Nevers, Madame la Présidente, ce problème, je vous cite, de temporalité 2005-2008. Mais c'est nous rendre responsables de l'immobilisme antérieur, quand dans le même temps, nos investissements réguliers vous permettent à contrario une régularité dans vos projections d'investissement. Il me paraît d'ailleurs important, à ce stade de mon propos, de citer les propos que Daniel Leroux, qui fut vice-président en charge des finances avant 2004, a tenus dans cette enceinte en décembre 2004. Voici ce qu'il disait. Le recours à l'emprunt est, en certaines circonstances, une nécessité indiscutable. Très précisément, la gestion 2001-2004 avait été bâtie sur la prise de conscience d'un nécessaire et massif recours à l'emprunt en 2007 et 2008. J'avais mentalisé mon budget et je vous garantis que les années 2007 et 2008 étaient dans mon esprit un souci parce que je savais qu'il faudrait sur cette période-là répondre au coût considérable de la montée en puissance de la restructuration des collèges. Un nécessaire et massif recours à l'emprunt en 2007 et 2008, disait Daniel Leroux. N'est-ce pas la reconnaissance que la stratégie qu'il avait programmée n'était rien moins que celle que nous avons mise en œuvre au seul service de notre territoire et de son développement? Qui, en 2004, pouvait présumer l'ampleur de la crise qui a suivi? Qui imaginait la suppression de la taxe professionnelle? Qui imaginait le changement de contexte radical qui allait affecter notre collectivité? Nous avons pris des décisions dans le contexte du moment. Nous avons réajusté nos politiques au fil de son évolution, avec des efforts de gestion sans précédent pour nous adapter, avec d'ailleurs une pause fiscale depuis 2012. Ceci pour arriver à la situation du compte administratif 2015, que je vais rappeler. Des emprunts limités à 15 millions d'euros pour des dépenses d'investissement à hauteur de 75 millions, une capacité de désendettement de 4,6 années et une épargne brute à 60 millions d'euros, soit un taux de 11,5%. C'est cette situation dont vous avez hérité et que vous nous reprochez à chacune de nos assemblées. Mais quel est votre projet? Nous venons de le revoir. Vos orientations budgétaires, pour partie consacrées à dénoncer le poids de la dette, proposaient dans la foulée un recours à l'emprunt qui devrait conduire à augmenter l'encours de notre dette de 273 millions d'euros en 2015 à 333 millions d'euros en 2021. Avoir passé notre capacité de désendettement à 8 à 10 ans, Philippe Gonon vient de le rappeler, 10 ans étant vraiment la limite à ne pas franchir, alors qu'elle était inférieure à 5 ans l'année dernière, et à diminuer de moitié notre épargne brute, qui passerait de 60 à 30 millions d'euros. Autant dire des perspectives qui dégraderaient tous les équilibres financiers de la collectivité, tels que nous les avons laissés en 2015. Où est la cohérence avec les éternels reproches que vous nous adressez? Au regard des deux situations de fin d'exercice mises en parallèle, la logique voudrait même que vous votiez contre cette perspective d'une situation encore plus préoccupante de notre collectivité à terme. Nous pensons que le recours à l'emprunt est légitime, nécessaire, parce qu'il permet de répartir dans le temps le financement des équipements qui seront utilisés par les générations futures. Il est donc normal que ces générations y contribuent. Cependant, parce que nous ne voyons qu'incohérence entre vos propos et vos actes, quelque chose qui pourrait s'apparenter à un double discours où ce qui est bon pour vous ne le serait pas pour nous, où ce que vous reprochez sans discontinuer au passé deviendrait normal dans le présent, nous nous abstiendrons sur ce rapport et vous laisserons prendre seuls la responsabilité de cette inflation de notre dette, ne voulant prendre risque d'être accusés d'en être les complices. Merci.
Pierre Simon. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, je voulais réagir aux propos de notre collègue Martine Voidet, non pas sur les différents chiffres, mais sur la teneur même de son intervention. On a commencé, et j'ai été plein d'espoir quand on a dit, quand Martine a dit, je ne vais plus parler du passé, et on ne va pas continuer à ressasser sans arrêt le passé. Et l'intégralité de l'intervention, chère Martine, était consacrée justement à cette analyse du passé. C'est assez pesant. Je tiens à rappeler que dans cet hémicycle, 70% à peu près des conseillers départementaux, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, n'étaient pas membres de cette assemblée avant le mois d'avril 2015. Alors certes, il y a une histoire. Certes, cette histoire, c'est le fruit de différentes majorités. C'est aussi celle dont nous héritons, et c'est avec elle que nous devons travailler, mais c'est assez pesant pour les conseillers départementaux que nous sommes d'entendre sur un rapport budgétaire qui parle de l'avenir et de l'année 2017, d'avoir pendant quasiment 10 minutes uniquement à parler du passé quand on commence son discours en disant qu'on ne va pas en parler. C'est vraiment un travers politique qui est malheureusement est trop souvent répandu. Et puis une fois de plus, tout ce qui a été fait avant 2015 est bien, tout ce qui est fait après n'est pas bien. La dette contractée avant 2015 est une bonne dette. La dette contractée à partir de maintenant par nous serait une mauvaise dette, et c'est votre conclusion. Tout ça est assez fatigant. J'espère que nous éviterons en 2017 alors de débattre de cela. Les projets que nous avons, ils tiennent du contexte, qu'il soit budgétaire, politique et législatif et réglementaire. Vous nous avez dit, en 2004, on a eu des pressions budgétaires, l'acte 2 de la décentralisation, etc., comme jamais on en a connu. Mais mesurez que ce qui se passe aujourd'hui et depuis le mois d'août 2015 est une révolution pour les collectivités. Enfin, vous avez des fonctions également dans une commune. Mesurez que pour les communes, pour les intercommunalités, pour les départements, pour les régions, la révolution, elle a eu lieu aussi. Alors, je ne néglige pas celle de 2004, mais mesurez que celle qui a eu lieu depuis le mois d'août 2015 est extraordinaire. C'est extraordinairement difficile pour la région, quelle que soit sa couleur politique, de gérer la fusion entre des services qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. C'est extraordinairement difficile pour les intercommunalités de fusionner dans des cadres qu'elles n'ont parfois pas souhaités. C'est extraordinairement difficile pour le département d'avoir à gérer des transferts de compétences, tant vers la région que vers les intercommunalités. C'est extrêmement difficile pour le département aussi à gérer des baisses budgétaires qui sont permanentes. Et le vice-président en charge des finances l'a bien montré. C'est chaque jour difficile de découvrir aussi ce que sont ces recettes. Et je pense que quelle que soit la majorité, on ne peut pas raisonner avec ce qui s'est fait jusque-là, que ce soit la dette, que ce soit l'emprunt, que ce soit les dépenses. On ne peut vraiment plus raisonner comme ça. Enfin, on le voit au niveau communal et intercommunal. C'est une révolution dans les esprits pour les élus, pour les citoyens, de faire comprendre aussi que ces évolutions, elles sont parfois imposées, mais en tout cas, c'est à nous de nous y adapter. Et c'est encore une fois pas en regardant vers le passé qu'on peut comparer totalement les choses. Alors la dette, certes, on en parle peut-être trop, c'est une chose. Ce qui est, entre guillemets, reproché, ce n'est pas le montant de la dette, ce n'est pas les investissements qui ont été faits. Vous l'avez dit, les uns et les autres se sont prononcés en leur temps quand ils étaient élus dans cette Assemblée. Le plus dur à porter aujourd'hui, c'est son volume et son temps de contraction. Et c'est ça qui est dur aujourd'hui, et c'est ça qui peut être différent ou de la Côte d'Or ou de la Charente-Maritime, peu importe, c'est ça qui obère aussi une partie de l'action qui est la nôtre, mais pas seulement, parce qu'effectivement les recettes elles sont différentes et que les dépenses sont différentes, mais c'est ce tout cumulé qu'il faut que vous preniez en compte, quitte à nous faire des propositions sur comment mieux gérer, comment mieux investir, si vous trouvez que la dette n'est pas la bonne, et c'est sûrement pas en prenant les mannes venant du fonds d'aide entre les départements que l'on va investir plus. C'est quand même des choix politiques, l'investissement, et vous en avez fait, et
tant mieux, parce que c'était vous qui étiez aux responsabilités. On en fait d'autres aujourd'hui avec un contexte qui est différent, et je demande qu'on puisse le respecter avec les choix que l'on fait. Je voudrais conclure en faisant un clin d'œil à notre collègue Ludovic Fagot par une citation, mais une citation qui est liée à notre salle, puisque c'est une citation de Joubert, qui disait « Songe au passé quand tu consultes, au présent quand tu jouis, à l'avenir dans tout ce que tu fais. » Et donc, si on pouvait penser quasi exclusivement à l'avenir dans cette assemblée, je pense que pour l'ensemble des élus et des habitants que nous représentons, ce serait une excellente chose. Merci. Merci Pierre pour ce rayon d'avenir. Magali Duvernois. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, moi je voulais revenir, je fais partie des 70% de nouveaux élus qui n'étaient pas là dans les majorités ou minorités précédentes. Et effectivement, je n'ai pas tout l'historique et tous les chiffres de ce qui a été fait ou voté précédemment. Simplement, je voulais dire qu'il y a un contexte national, il y a effectivement une dégradation du contexte économique, un vieillissement de la population et qui effectivement sont des charges supplémentaires pour le département, et je pense que nous tous ici présents, ce sont des arguments que nous pouvons entendre et que nous sommes vraiment prêts à entendre. Simplement, effectivement, par rapport à la dette qui est systématiquement ramenée, et notamment cette dette qui vous empêcherait d'agir là comme vous voulez, là je ne suis pas d'accord. Et effectivement, alors Pierre m'a devancé, mais j'allais reprendre aussi un auteur cher à Monsieur Fagot, Monsieur Talleyrand, qui disait quand je me... je me permets de prendre Monsieur Talleyrand. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me rassure. Et pour prendre cette citation, quand on compare le département du Doubs aux autres départements de la grande région Bourgogne-Franche-Comté, le département du Doubs est le moins endetté de ces autres départements. Donc, oui, il y a endettement. Oui, je pense, moi, qu'il est assumé, simplement ça ne peut pas être systématiquement donné comme argument. Je pense qu'il y a bien d'autres raisons, le vieillissement de la population, la dégradation de la situation économique, et nous tous ici présents, nous sommes en capacité de l'entendre, je pense, mais pas l'endettement systématiquement. Une deuxième fois? Allons-y. Très brièvement, pour répondre à notre collègue Pierre Simon, pour lui dire que je suis complètement en phase avec ce qu'il dit. Je ne suis pas prête à réintervenir à chaque fois sur la dette parce que je trouve ça aussi lassant que tout le monde. Mais je ne suis pas davantage prête à me l'entendre lancer au visage à chaque fois, comme si nous avions agi de manière totalement inconséquente. Et c'est ce que j'ai voulu montrer cet après-midi, que nous avons agi dans un contexte qui était celui de l'époque et en essayant de faire des choix raisonnables et raisonnés. Et je pense qu'il faut que nous allions de l'avant. Cette dette, ok, elle est là. Donc le remboursement... à moins que ça fasse comme la dette grecque où on puisse avoir des aménagements, on n'aura pas le choix, on devra le rembourser. Donc allons de l'avant, prenons-la comme un héritage républicain et allons de l'avant. Et j'ai dit que je trouve que la dette est une bonne chose dans la mesure où elle permet d'investir ce qui sera utilisé par les générations futures et qu'à ce titre, elle doit être assumée aussi par les générations futures. Donc là-dessus, nous sommes complètement en phase. Donc je persiste à ne pas comprendre pourquoi depuis 2 ans, on est en combat là-dessus, parce que des investissements ont été faits avec la dette dans une proportion qui était ce qu'elle était, et maintenant il faut que nous allions de l'avant. Donc je n'en parlerai plus, si tant est qu'à chaque fois on ne se la prend pas au visage comme le premier argument qui plombe tout le reste, quoi. Je crois que d'autant que je persiste et signe, mais elle a été faite pour des investissements qui étaient voulus par tous et pas seulement par la majorité précédente. Merci. Vous êtes en train de faire un exercice extraordinaire, un numéro extraordinaire les uns et les autres.
La majorité actuelle, vous vous asseyez sur ce qui s'est passé, vous acceptez tout, vous n'en parlez plus. A contrario, vous êtes en train de nous dire vous n'investissez pas assez, vous devriez faire autrement, vous devriez continuer à abonder le monde associatif, vous devriez continuer à prendre toutes les compétences que nous avions avant, y compris celles que nous ne pouvons plus effectuer aujourd'hui. Alors moi, je vais vous dire très clairement, je suis fatiguée d'entendre ce que j'entends dans cette Assemblée. Je vous le dis très franchement, ça fait des semaines et des semaines qu'on travaille sur ce budget. Alors oui, le sac, il est lourd de pierres. Oui, j'ai mal aux jambes aujourd'hui. Oui, le dos est difficile. Mais moi, je vais me tourner vers les jeunes de l'Assemblée. Parce que j'ai aussi été benjamine, j'ai eu la joie d'être benjamine dans cette Assemblée. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, que sont Raphaël maintenant, et puis celui qui était Benjamin avant, Pierre, moi je dis allons de l'avant. Donc je ne vais pas poursuivre le débat, Vous avez dit jusqu'en 2016, on parlera pas de la dette. Vous ne faites que vous justifier depuis 2 ans. Maintenant, je passe le rapport au vote. Alors, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À la majorité, je vous remercie. Rapport suivant. Alors, nous passons au rapport suivant, effectivement, qui concerne principalement les recettes. Qui concerne les recettes du département pour l'année 2017. Alors, je suis désolé de recommencer sur une appréciation négative, mais nos recettes de fonctionnement, puisque nous allons commencer par les recettes de fonctionnement, vont connaître une baisse importante, quasiment de 7%. Et si l'on détaille, en fonction de nos 3 grandes familles de recettes, les baisses enregistrées, vous apercevez en bas de l'écran que la fiscalité est en baisse de 5,5%, les dotations en baisse de 12,3% et la péréquation légèrement en baisse de 0,9%. Si l'on détaille un petit peu, et en chiffres cette fois-ci, en valeur absolue, cette baisse de nos recettes, nous allons perdre 13,5 millions de recettes. 8,8 millions de DGF, 2 380 000 euros de baisse des dotations de compensation. Et nous avons rajouté 2 estimations précises. La perte de dynamique d'un impôt qui nous est enlevé pour moitié, qui s'appelle la CVAE, et au titre de son évolution qui est estimée à 7% pour l'année 2017, sur les 60 millions total de la CVAE dont la région va bénéficier de 30 millions, nous allons perdre, nous, au titre de ces 7% d'évolution, 2 millions. Et puis, le gouvernement a décidé de modifier le système de revalorisation des bases locatives, puisque dans le passé, la revalorisation des bases se faisait sur l'inflation prévisionnelle, celle qui était marquée dans la loi de finances N+1. Logiquement, donc, cette année 2017, 0,8%. Et en fait, la modification de cette pratique consiste en revenir à l'année N-1, c'est-à-dire de considérer l'inflation de l'année 2016, qui n'est que de 0,4%, ce qui nous fera perdre 500 000 euros au titre de cette année-là. Donc au total, nous perdons cette année 13 580 000 euros de recettes. On vous a rappelé ici les différentes portions de ce camembert qui représentent la ventilation des dépenses dans les 3 familles, de la fiscalité qui représente 74% de nos recettes, les dotations 19% et la péréquation seulement 7%. Donc nous avons schématisé ici, visualisé ici en vert la fiscalité. Donc vous voyez en partant du bas, là, qui est l'année 2015, et en remontant jusqu'en haut vers l'année 2017, donc cette dégradation forte de la fiscalité. Les dotations, qui passent de 102 millions à 82 millions en 2 années, et puis la péréquation qui reste relativement stable.
Alors la fiscalité, bien sûr, sa variation, elle est due au transfert de CVAE. Hein, vous avez une ventilation entre départements et régions qui est différente, et nous allons perdre, donc sur une base de 55 millions et demi, c'est la ligne rouge, 55 millions et demi à la suite de la DM3, donc votée hier, nous allons descendre à 28 780 000 euros, c'est cela l'essentiel de la perte, tandis que la taxe foncière, notre impôt le plus, j'allais dire, dynamique, croissera de façon relativement modérée puisque nous passerons de 109 millions à 110 millions,6. Voilà les deux grands mouvements de CVAE. Alors en jaune, on a marqué, alors au titre de la fiscalité, ce qui peut paraître bizarre, mais bon, c'est la classification officielle qui est retenue, la compensation dont Françoise nous a parlé ce matin, les fameux 5 millions 100 qui résultent de la négociation avec la CLERCT et donc qui sont portés en recettes nouvelles et qui sont des recettes pérennes définitives de 5 millions 100, mais par contre, elles sont figées, c'est-à-dire que le chiffre ne changera jamais, quel que soit le rythme d'évolution de l'inflation et quel que soit le nombre d'années qui reste à courir pour les départements, ça restera toujours chaque année 5 millions 100. La taxe foncière, nous rappelons simplement ici que nous avons maintenu le taux de la taxe foncière à 18,08% selon notre engagement de mandat, et qu'elle n'évoluera que sur la base de l'évolution des valeurs locatives, soit 0,4% cette année. La CVAE, donc, qui passe de 55 millions à 28 millions 7, avec cette ventilation, vous l'avez dans le rectangle bleu, la répartition avant le transfert de compétences du 1er janvier 2017 et après, nous avions 48% et demi de la CVAE. Demain, nous n'aurons plus que 23,5%. Et cette perte de dynamique dont on parlait déjà tout à l'heure, qui nous fait perdre une recette de 2 millions d'euros. La compensation, donc, du transfert des transports à la région. Et puis, deuxième point, dans la fiscalité indirecte. Alors, la fiscalité indirecte, c'est essentiellement les droits de mutation à titre onéreux. Et donc, vous voyez que nous avons porté une évolution positive du montant de ces DMTO l'année prochaine qui passerait de 53 millions à 53,8 millions d'euros. Alors, vous le savez, ces droits de mutation sont basés sur le marché immobilier. Donc, nous faisons un pari sur le fait que le marché immobilier continuera son évolution positive. On l'a enregistré sur au moins la deuxième partie de l'année 2016, nous pensons qu'elle continuera, même si nous avons quelques petites inquiétudes, notamment sur la partie frontalière, puisque vous savez, la Suisse souffre un petit peu et nous ne savons pas s'il y aura des répercussions sur le marché immobilier, notamment dans la bande frontalière, Besançon et Montbéliard restant des zones relativement stables d'après nos indications notariales. Donc, troisième paragraphe de la fiscalité transférée. Vous avez la taxe sur les produits énergétiques qui continue son évolution, relativement lente, et un rappel de ce qui est arrivé sur la taxe sur les conventions d'assurance avec ce trou de l'année 2016, puisque vous le savez, nous avons eu un grand coup de rabot sur la taxe sur les conventions d'assurance au titre de la loi de finances de la sécurité sociale de 2015, qui nous avait réservé cette petite surprise. Et nous avons perdu quand même, et vous le voyez ici, nous sommes passés en un an de 71 millions 100 à 68 millions 6 après ce petit coup de rabot discret dont peu se sont aperçus. Après la fiscalité, nos dotations, grandes ressources pour le département, quasiment 20% de nos ressources. Et là, vous voyez un certain nombre de signes d'alerte, ces petits flashs rouges. Deux flashs rouges, l'un sur la DGF, et ça c'est la poursuite du plan de redressement des finances publiques voulu par le gouvernement, on le connaissait, 8 millions, un peu plus de 8 millions et demi par an. C'est la 4e année consécutive que baisse la DGF, et ça on s'y attendait, on le savait, elle était inscrite déjà. Par contre, ce qu'on n'avait pas prévu, et qui nous est arrivé un peu de façon impromptue, c'est la baisse de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, c'est la première ligne. Et ça, je l'ai qualifié en commission d'opération très scandaleuse de la part de l'État, puisque c'est une dotation de compensation qui fait suite à la réforme de la taxe professionnelle de 2010-2011.
les départements ou les collectivités qui avaient perdu des recettes fiscales au titre de cette réforme bénéficiaient d'une compensation versée par l'État. Et comme toute compensation, cette compensation est figée définitivement dans le temps. Et donc, pour le département du Doubs, elle avait été estimée à 17,7 millions. Et depuis la réforme, donc début des années 2010, elle était figée à 17,7 millions. Et cette année, eh bien, dans la loi de finances, un petit article est passé disant que l'on allait raboter maintenant, on allait modifier, on allait faire baisser cette compensation figée. Et effectivement, dans les faits, nous avons perdu 2 millions d'euros à nouveau, 17,7 millions, 15,7 millions quasiment, au titre de la loi de finances 2017. Et puis, une petite surprise aussi désagréable, mais moins importante, qui fait que nous avons perdu quelques 600 ou 700 000 euros au titre des allocations compensatrices de différentes exonérations, et notamment l'exonération de la taxe d'habitation, qui a été à nouveau rabotée, et nous avons perdu cette année, une troisième fois, un petit élément de nos dotations, puisqu'elle passe de 4,5 millions à 3,8 millions, soit une perte de 700 000 euros. Donc au total, nos dotations entre 2016 et 2017 passent de 93,8 millions à 82,3 millions. Voilà nos dotations de fonctionnement. Pour l'année 2017 par rapport à l'année 2016, nous perdons 13,5% de nos dotations, soit 11 millions, près de 11 600 000 euros. La DGF, on en a parlé. Elle rapportait 73,9 millions en 2015, elle ne rapportera plus que 56,3 millions en 2017. La fameuse dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle, nous allons perdre 2 millions, de 17,7 à 15,7. Les allocations compensatrices et notamment la taxe d'habitation dont on a parlé, 700 000 euros de moins dans le détail, à 3 800 000 euros. Ça, c'était pour les recettes de fonctionnement. Pour les recettes d'investissement, nous enregistrons essentiellement une diminution du fonds de compensation de la TVA. Donc, je vous l'ai dit déjà une ou deux fois, je crois. Nous percevons une compensation de la TVA engagée sur nos investissements. Et cette compensation est calculée sur la base des investissements réalisés en année N-2, c'est-à-dire en année 2015. Comme cette année a enregistré une diminution de nos investissements, eh bien mécaniquement, nous enregistrons une diminution de la compensation qui passe de 9,9 millions à 6,2 millions, soit une perte de 37% au passage. La péréquation, alors simplement peut-être pour vous dire que les deux fonds de péréquation qui nous intéressent le plus, parce que ce sont eux qui sont variables, hein, les autres étant quasiment tous figés, les deux fonds de péréquation sur les droits de mutation, c'est le fonds national, c'est-à-dire péréquation entre l'État et les départements, et le fonds spécial, le fonds de solidarité départementale, c'est-à-dire entre départements, ont connu des variations relativement faibles entre l'année 2016 et la prévision de l'année 2017, puisque vous voyez, on est entre 5,3 millions et 5,4 millions pour le fonds national et 4,9 millions, 4,5 millions pour le fonds départemental. Au total, la ligne péréquation, elle, ne connaîtra quasiment aucune variation significative, un peu moins de 1%. Et là, vous avez, pour ceux qui sont à la recherche de détails précis sur la variation des fonds entre reversement et prélèvement, nous aurons, nous, à la sortie de l'année 2017, un solde net positif de 6 600 000 euros qui viendra compenser l'évolution du RSA notamment. Et là, je vous ai mis sur ce tableau, ce qui est intéressant, c'est les deux dernières lignes, la ligne verte et la ligne bleue du bas, qui fait une comparaison entre l'addition droit de mutation plus les deux fonds de péréquation sur la ligne verte, donc 68 45 000 en 2017, et le montant du RSA, 70,5 millions, la différence étant, bien sûr, la perte, entre guillemets, ou le manque à gagner, ou le reste à charge, puisque c'est l'expression consacrée sur cette partie-là, c'est le reste à charge pour le département, qui sera dans l'année 2017 de 2 millions d'euros, après un reste à charge de 9 millions, alors pas tout à fait exact, puisque c'est une prévision en BP, sur l'année 2016. Donc,
ces fonds de péréquation et ces droits de mutation ne compensent pas totalement l'évolution des allocations du RSA pour le département du Doubs. Donc en conclusion sur ces recettes fiscalité et dotation, on ne peut qu'enregistrer cette chute marquée, hein, elle est mathématique, elle est dans les chiffres, elle est dans les faits, et notamment au niveau des dotations. Et puis nous avons perdu un certain dynamisme de nos recettes fiscales, ce qui fait, comme nous l'avions prévu dans les orientations budgétaires, dans notre débat d'orientation budgétaire il y a quelque temps, nous avions prévu que nous rentrerions dans une période critique au niveau des recettes. Et bien, le budget 2017 confirme totalement cette prévision de situation difficile. Merci Philippe. Je donne la parole à Noël Gauthier. Oui, juste sur la forme, Présidente. J'ai trouvé que les dessins les graphiques étaient très marqués. Entre 17 et 15, on avait une chute vertigineuse. Et vraiment, tout sur les graphiques marquait la chute vertigineuse. C'était très impressionnant, alors que les chiffres, ils n'étaient pas aussi impressionnants que ça. Donc sur la forme, on a bien senti le message passer. Vraiment, c'était appuyé. C'était l'objectif, hein, c'est de faire passer un message, sans plus. Un peu exagéré. Moyennant ces observations, y a-t-il d'autres prises de parole? Je n'en vois pas. Je vous propose. Béatrix Loison. Je m'excuse, Madame la Présidente, mais juste un petit mot, et je pense que je porterai la voix de plusieurs ici, pour remercier Philippe Gonon de la présentation de budget, de tous les chiffres qu'il nous a présentés. Moi, j'ai connu d'autres budgets ici, et je te jure que des tableaux Excel par rapport à ce que tu nous as présenté, c'est beaucoup plus digeste, c'est beaucoup plus parlant, et même si peut-être les schémas sont trop accentués pour certains, néanmoins, ils sont compréhensibles, et sincèrement, merci à toi pour les services, pour le travail effectué. Merci Béatrix, tu as anticipé les propos que nous voulions formuler donc à Philippe et à l'ensemble des services. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, toujours Philippe Gonon. Donc présentation, j'allais dire, de la synthèse générale de nos débats sur le budget 2017. Non, c'est un programme. Ah oui, pardon, j'en ai oublié un. Mon Dieu. Et je n'ai pas de slide. Effectivement, elle avait raison. La régie avait raison. Il faut que je le retrouve. Oui. J'y arrive. Il faut que je le retrouve. Je pense que j'en ai foutu. Au secours. Ça y est, je l'ai. Sauvé. Alors, effectivement, j'avais oublié ce rapport fort important. Je vous prie de m'en excuser. Concernant les autorisations de programme et d'engagement pour l'année 2017, vous avez à la page 2 un travail récapitulatif extrêmement intéressant, puisque à la suite du grand nettoyage de printemps auquel les services ont procédé, nous pouvons vous présenter un tableau qui recense le stock d'autorisation d'investissement, donc les autorisations de programme, de 84 millions après nettoyage, et les nouvelles inscriptions à hauteur de 66 580 000 euros pour l'année 2017. Et vous avez sur la page 3 les autorisations d'engagement, cette fois-ci en partie de fonctionnement, et nous allons vous demander cette année de voter de nouvelles inscriptions pour 2 656 000 euros. Ce qui fait qu'à l'issue donc du vote du budget primitif 2017, les montants des autorisations de programme et les autorisations d'engagement s'élèveront respectivement à 150,7 millions et 6,4 millions d'euros. Quant aux crédits de paiement, les crédits de paiement
pour les autorisations de programme pour le budget 2017 s'élèveront à 34 880 000 et les crédits de paiement pour les autorisations d'engagement à 1 566 800. Donc voilà, Madame la Présidente, la synthèse de ce rapport 607. 607, je ne vois pas de prise de parole. On passe au vote. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? L'unanimité, je vous en remercie. Donc, le rapport 608. Alors, le rapport, un peu précipitamment, c'est la synthèse générale du budget primitif 2017. En introduction, Madame la Présidente, vous avez fait part de cette nouvelle segmentation stratégique telle qu'elle apparaît dans les deux tableaux, notamment de la page 3 et 4, qui sont un résumé parfait de ce qu'est cette nouvelle présentation qui permet pour le lecteur une meilleure appréhension des actions menées par le département et puis d'avoir un chiffrage budgétaire précis de chaque politique. Et ceci non pas dans un souci simple de transparence, mais aussi dans un souci de suivi pertinent, c'est-à-dire d'évaluation telle que nous souhaitons vous le proposer dans les années qui viennent. Alors il est de tradition de remercier les services pour le travail qu'ils ont fait, mais là je voudrais m'arrêter 2 secondes sur le travail qui a été fait par 3 ou 4 personnes qui se trouvent sous les combles de la direction financière dans le bâtiment en face. Elle s'appelle Véronique, elle s'appelle Sonia, elle s'appelle deuxième fois Véronique, et elles sont managées par Pascal. Ce sont elles qui ont repris l'ensemble des lignes budgétaires et qui les ont ventilées. C'est un travail de Romain. Et quand je dis Romain, je devrais dire égyptien. C'est un travail d'égyptien parce que d'égyptienne, pardon, effectivement, d'égyptienne. C'est un travail colossal pour ventiler toutes ces lignes comptables suivant les nouvelles rubriques qui ne sont plus des rubriques budgétaires, mais j'allais dire quasiment d'analyse budgétaire, qui vous permettent d'avoir ce coup d'œil aussi précis et aussi efficace sur les différentes politiques menées par le département, et je voudrais vraiment qu'elles en soient remerciées parce que c'est un travail absolument considérable. Alors, rappeler les contraintes fortes, après tout ce que nous avons dit pendant 2 jours, c'est assez simple. D'une part, bien entendu, la baisse de nos recettes, on en a parlé longuement. Ce sont aussi des dépenses sous tension. Il y en a 3 que nous avons repérées, que vous avez vues pendant ces débats. C'est le budget de l'enfance-famille à plus 2%, le budget du handicap, un petit peu moins fort, mais quand même qui évolue, et le budget RH qui évolue aussi de 2%. Nous avons la satisfaction quand même d'enregistrer un certain nombre de maîtrises de budgets précis, comme le RSA, qui est en baisse de 4% à 70,5 millions, on en a longuement parlé, et celui des personnes âgées à 69,9 millions, en baisse de 1,27%. Ce budget réaffirme les 4 grandes priorités du département. Les priorités concernant les solidarités humaines, avec l'enfance-famille, 50,9 millions, l'autonomie, 142,8 millions, l'insertion, 77 millions, dont le RSA. La deuxième priorité, le développement humain, avec la modernisation des collèges. Nous avons porté une AP de 67 millions d'euros quand même. Et puis le numérique éducatif, une AP de 12,3 millions, c'est dire l'importance que nous affectons à ces budgets. Troisième priorité, les solidarités territoriales, avec le budget des routes et le budget du très haut débit en hausse de 33%, notamment sur l'année 2016. Et puis l'efficience publique, notre 4e priorité, avec le projet Cap.org, la politique patrimoniale et les modifications dans les politiques d'achat que nous allons proposer tout au long de l'année 2017. Alors, on ne va pas repasser en détail toutes les recettes et toutes les dépenses. Simplement, je voudrais m'arrêter sur ce tableau qui est le tableau des grands équilibres du département. Si l'on regarde avec attention le total des recettes de fonctionnement du département, elles s'élèvent à 496,6 millions et les dépenses à 463 millions d'euros.
Si vous faites la différence, vous obtenez l'épargne brute. La différence recettes moins dépenses, ça vous donne une épargne brute de 33 millions d'euros. Vous le savez, est en nette régression. Et vous avez donc, par conséquent, un taux d'épargne brute. Alors, c'est un critère qu'on n'avait pas beaucoup utilisé jusqu'à présent, mais on va le suivre quand même un petit peu attentivement. Pour 2017, c'est un taux d'épargne brute qui sera de 6,64%. Alors, dans l'absolu, ça ne vous dit pas grand-chose. Je n'ai pas trouvé le taux d'épargne brute moyen de tous les départements de France, parce que personne ne l'a calculé pour l'année 2017. J'ai simplement trouvé des taux qui sont annoncés par d'autres départements. La moyenne des départements se situe entre 8 et 15%. Donc nous, avec 6,64, eh ben, nous sommes un tout petit peu en dessous de ce taux d'épargne brute moyen des départements de France. Autre chiffre intéressant, toujours dans ce même tableau, nous avons voulu comparer ce qui est comparable. Parce que comparer l'année 2016 à l'année 2017 sans faire un certain nombre de retraitements, c'était un exercice pas très significatif finalement. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de faire un retraitement qui consiste à enlever les transports, puisqu'il y a un transfert de compétences au 1er janvier qui vient profondément perturber l'économie, on en a parlé. Et puis nous avons neutralisé aussi la façon de calculer les fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux. Et là, nous avons une surprise, c'est que si en données brutes, nous avions une évolution négative, bien sûr, des recettes et des dépenses d'un montant équivalent de moins 4,7%, dès lors qu'il y a retraitement, là on a une mauvaise surprise puisque les recettes, elles, diminuent de 4,4%, tandis que les dépenses, elles, ne diminuent que de 0,2%. Autrement dit, la différence de 4% entre les deux, c'est ça qui nous pénalise pour l'avenir, c'est cette différence que nous n'arrivons pas encore à maîtriser totalement. Et cette différence, c'est là-dessus que nous allons devoir travailler dans l'année 2017 pour essayer de réduire l'écart entre les deux. Alors, sur le calcul de l'emprunt, nous l'avons déjà fait tout à l'heure, je vous rappelle simplement le chiffre de 25 millions d'euros d'emprunt, qui viendra nous permettre de financer nos 77 millions, c'est-à-dire d'investissement, c'est-à-dire investissement physique, 60 millions et remboursement de capital, 18 millions d'euros, sachant que nous avons aussi, ne l'oubliez pas, des intérêts à rembourser. Alors, nous avons longuement parlé des recettes, donc ce que je vous propose, c'est de passer rapidement sur le sujet, mais je rappelle quand même cette création la création du fonds d'urgence l'année dernière qui a vu le département entrer malheureusement dans les bénéficiaires de ce fonds en 2017 et le montant estimé pour l'instant de cette dotation, entre guillemets, de ce fonds d'urgence pour le département du Doubs est estimé à 1 million, un tout petit peu plus d'1 million d'euros pour l'année 2017. Donc c'est malheureusement pour nous une mauvaise nouvelle, contrairement à ce que certains disent, je le prétends, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous. Donc voilà le rappel, recettes de fonctionnement 496 millions et 437 millions à périmètre constant. Sur les dépenses de fonctionnement, on en a longuement parlé pendant ces 2 jours. Je rappelle donc 463 millions à moins 4,7, mais après retraitement 434 millions. Et vous avez là une ventilation entre ce qu'on appelle les dépenses d'intervention et les dépenses de gestion. Dépenses de gestion à 101 millions. Derrière, en fait, c'est essentiellement les frais de personnel aux alentours de 89 millions et quelques euros. Les dépenses de gestion sont toutes les autres dépenses de fonctionnement et que nous détaillerons très rapidement. Les solidarités humaines, alors j'ai additionné tout bêtement l'ensemble des dépenses de la commission numéro 1, la commission la plus dépensière possible à 275 millions, je n'en ai pas trouvé d'autres, c'est impossible. L'enfance famille, l'autonomie et l'insertion. Vous avez donc dans le camembert la ventilation avec ce rappel de la baisse du RSA, puisque c'est une prévision optimiste et heureuse. Il passerait de 73 millions et demi à 70 millions et demi. Les causes, je vous les rappelle rapidement, c'est bien sûr la croissance économique qui commence à faire sentir ses efforts, c'est le transfert du RSA vers la prime d'activité et c'est le résultat des actions que nous menons, que ce soit en termes de contrôle ou en termes d'insertion. Le développement humain, vous voyez le gros pavé, c'est les collèges.
en bleu, à près de 12 millions d'euros sur les 19 millions de ce poste budgétaire. La dynamique territoriale, alors pour les départements, vous avez le développement territorial à 26 millions d'euros avec toutes les dépenses que Philippe Alpi nous a énumérées hier après-midi. Le développement numérique, on en a parlé longuement, avec cette augmentation notamment du budget du très haut débit qui passe de 3 à 4 millions en augmentation de 33% pour marquer notre volonté politique en la matière. Le retrait du département de l'interventionnisme économique, puisque nous n'aurons plus que 360 000 euros à consacrer à l'économie en 2017, autant dire rien du tout. Et puis le transfert de la compétence transport qui passera de 27 millions à 17 millions pour n'être plus qu'à, je pense, 2,4 millions de budget à peu près handicap à la fin de l'année 2017. C'est quand même 58 millions que nous allons consacrer au développement territorial durant l'année 2017 avec les routes, le développement numérique, l'environnement, le tourisme, etc. Les dépenses de gestion, les fameux 101 millions dont on parlait tout à l'heure, vous voyez que 89 millions d'euros sont consacrés aux ressources humaines. C'est dire que c'est sur ce budget-là que nous avons l'essentiel de nos dépenses dites d'efficience et de ressources. Alors, l'investissement, donc rappelez rapidement que nous aurons 59,7 millions d'investissement physique, le capital de la dette 16 millions et quelques, et puis nous avons à rembourser une avance que nous avait consenti la Caisse des dépôts à 0%, donc on avait sauté sur l'occasion à l'époque, en avance du remboursement du FCTVA, ce qui fait que cette année, nous aurons au total investissement plus finance 77,9 millions d'euros de dépenses d'investissement, avec, je le rappelle, en termes d'autorisation de programme et d'engagement que nous avons vu tout à l'heure, 66 millions nouvelles autorisations de programme, et 2,6 millions de nouvelles autorisations d'engagement qui viennent se rajouter au stock existant au 31/12/2006. Donc voilà une répartition rapide et assez claire et assez compréhensible. Et le trait rouge des routes à 25 millions, le trait jaune 8,8 millions environnement, développement territorial 5,4 millions, développement numérique 4,1 millions. Donc voilà, l'essentiel se fait sur les 45 millions des développements territoriaux. Les budgets annexes, hop, pour mémoire. Je vais trop vite. Les budgets annexes pour mémoire. Le centre départemental de l'enfance et des familles à 6 millions 100, le laboratoire vétérinaire départemental à 1 263 000 et le parc routier, gros morceau, à 11 647 000. Et puis je rappelle que nous avons supprimé le budget annexe de Vue du Doubs qui est désormais réintégré dans le budget général. Alors en conclusion, les contraintes financières, vous les avez vues, générées à la fois par le redressement des comptes publics et par le transfert des compétences, la perte des ressources financières et fiscales les plus dynamiques vers d'autres collectivités locales, fragilise considérablement les grands équilibres financiers du département. Comme l'a dit la présidente, le moyen qui consistait à faire des économies, aujourd'hui est arrivé à son terme. Elle a utilisé une expression qui est tout à fait juste, nous sommes à l'os. Nous ne pouvons plus attendre d'évolution de ce côté-là. Il nous appartiendra donc, dans le futur, de réfléchir à de nouvelles politiques, à une nouvelle façon de développer nos politiques, parce que le temps des économies de gestion est terminé, le temps des grands choix est arrivé. Voilà ma conclusion, Madame la Présidente. Et je vous laisse le soin de faire voter ce rapport général numéro 608. Avant de faire voter ce rapport, je vois qu'il y a une demande de parole. Rémi Nappé. Oui, juste un tout petit point technique. Sur toutes les images, tous les slides qui nous sont proposés, les sommes sont données pour l'année 2017, sauf sur un. Au début dans les premières diapos, il y en a un, c'est développement humain, il concerne donc les collèges et le numérique. Et là, on a parlé d'autorisation de programme
ça gonfle un petit peu la somme, c'est peut-être parce qu'on n'ose pas dire qu'on a baissé. Donc c'est dommage, ça aurait été bien que tout soit sur le même niveau. Voilà. Alors, Martine Voidet. Pardon. Oula. La technique veut m'aider, là, je n'arrive pas. Merci. Oui, Madame la Présidente, s'il vous plaît, pour demander 5 minutes d'interruption de séance. 53, merci.